Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Regard croisé, le troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités, mais bien avant de décliner les sujets, vous présentez les invités. Nous présentons nos vives condoléances à toute la famille des journalistes de la presse du Togo, à la Radio Victoire et à la famille Arama suite au décès de notre confrère Jacob Arama. Nous y reviendrons peut-être avec nos invités dans le sujet concernant le Togo, mais aujourd'hui nous abordons 4 sujets. Premièrement, l'Ukraine qui a détruit le barrage de Kakhovka. Nous parlerons après du Sénégal, arrestation d'un maître coranique soupçonné d'avoir violé 27 écolières. Russie, Ukraine, la médiation africaine programmée à la mi-juin, ce sera notre troisième sujet. Et puis le dernier sujet qui concerne d'habitude le Togo. Adebayor veut mettre la main à la pâte de l'enseignement supérieur. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi, tous des journalistes. Le premier, Yao Messan Daniel Ouaché, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers confrères ici sur le plateau. C'est un plaisir de revoir Firmin Teko Agbo. Et bonsoir aux confrères, bonsoir surtout à tous les téléspectateurs de New World Info. Alors, notre deuxième invité, juste à côté de vous, Rodrigue Aego. Vous êtes également journaliste et analyste politique. Bonsoir Rodrigue, bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, ravi de me retrouver autour de ce plateau avec des couleurs un peu blanches qui font de moi, qui me font paraître comme un jeune vieux. En réalité, je suis le plus jeune. Donc ce n'est pas question de doyen. Merci donc à tous ceux qui nous suivent et c'est un plaisir de contribuer, comme nous le pouvons, au développement de nos États et de l'humanité. Et notre troisième invité, fidèle au mercredi, Firmin Teko Agbo. Vous êtes chroniqueur politique, également directeur général du Centre de recherche et en géopolitique qui porte votre nom, Firmin Teko Agbo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être encore ici sur ce plateau, de le partager avec mes chers frères et confrères, Daniel et Rodrigue. Alors, nous abordons donc notre premier sujet, direction l'Ukraine, qui a détruit le barrage de Kakhovka. C'est la grande question. La destruction partielle du barrage de Kakhovka dans le sud de l'Ukraine a entraîné l'inondation ce 6 juin. De nombreuses localités dont des milliers d'habitants sont évacués, suscitant le tollé international. Selon l'administration militaire de la région de Kherson, 1335 maisons ont été atteintes mardi soir, inondées sur la rive droite du fleuve. Alors, dans cette affaire, Russes et Ukrainiens s'attribuent la responsabilité. Les Russes accusent les Ukrainiens d'avoir détruit ce barrage. Les Ukrainiens également accusent les Russes de l'avoir fait. Finalement, on se pose la question, qui a détruit le barrage? Votre réflexion, Daniel, je commence par vous. On sait. Pour pouvoir répondre ou bien trouver l'auteur de cet acte, il faut juste se poser une question de savoir à qui profite le crime. Vous voyez? Donc si nous observons bien, et je pense que la Russie, la crime profite plus à la Russie qu'à l'Ukraine. Vous savez, si vous prenez toutes les stratégies de guerre de la Russie, vous verrez que la Russie a toujours employé des méthodes brutes, que ce soit les forces régulières russes ou que ce soit les forces paramilitaires Wagner. Ce sont des gens qui utilisent de la brutalité et qui sont prêts même à priver leur population pour obtenir un gain de cause. Et puis, si vous prenez par exemple le Bakhmut, vous verrez l'ampleur. C'est une ville complètement détruite. Donc, je me suis posons-nous comme question, l'Ukraine, qui lutte pour l'intégralité de son territoire, va-t-il se mettre à détruire ses propres infrastructures juste pour obtenir quoi? Il n'y a que la Russie qui peut-être est un peu en dérision ou bien en désespoir complète, qui serait en train de... En fait, si vous observez très bien la Russie, vous verrez que la Russie est un pays qui est prêt, si vous voulez défaire la Russie, elle est prête à ce que tout le monde, que ce soit lui et vous puissiez rentrer tout droit en enfer, quoi. Ça, donc, c'est un peu... C'est ce qui vous fait dire que c'est dans la le Russie groupe, donc, qui sera l'auteur. Mais quand on sait que c'est les forces russes qui contrôlent cette zone, est-ce qu'on contrôle une zone pour la détruire après se créer aussi des problèmes?
Et tout à fait, parce que vous voyez, actuellement, il y a le contre-offensif ukrainien qui est lancé et que, tant bien que mal, ainsi, même les Ukrainiens tiennent sur le terrain, tant bien que mal. Donc, c'est l'occasion pour la Russie de freiner au maximum parce que la Russie est dans une dynamique. Avant de reprendre la main, vous avez vu le temps que ça a fait et aussi le sacrifice que la Russie a fait et en perte d'hommes et de ses généraux. Donc, ils ne veulent plus que cette contre-offensive revienne pour encore grignoter sur le terrain, pour replier sur le terrain. Donc, ils mettent le paquet en double pour le moment pour stopper le maximum possible l'avancée des Ukrainiens et aussi profiter sur d'autres terrains parce que vous n'êtes pas sans savoir que sur le Bakhmut qui actuellement est dite complètement conquérie par les forces russes. Bref, pour dire la milice Wagner, vous voyez que la contre-offensive, même l'Ukraine commence par encore grignoter du terrain. Donc la Russie, même s'il faut priver sa population, parce que le pont alimente aussi la Crimée. Oui. Donc ils ont déjà toutes les dispositions en place parce que les Russes n'agissent pas juste pour agir parce qu'ils ont déjà tout calculé. Donc vous verrez qu'il y a d'autres fleuves qui sont à côté qui vont alimenter la Crimée et en même temps si vous allez bien observer, il y a aussi le central nucléaire de Zaporizhzhia qui n'est pas loin de la zone. Donc les Russes veulent coûte que coûte mettre la main sur cette centrale nucléaire. Mais vous allez voir que l'énergie mondiale, le centre de l'énergie atomique l'en empêche. Donc c'est une opportunité aussi pour la Russie de mettre fin aux activités de cette centrale nucléaire qui alimente en fait l'Ukraine en électricité. Donc c'est effectivement une stratégie de guerre. Si vous observez très bien l'histoire de la Russie, elle a toujours utilisé la destruction des ponts pour freiner l'avancée de l'ennemi. Ce n'est pas la première. Merci la première. beaucoup, Daniel, pour cette analyse. Juste à côté de vous, j'aimerais avoir votre réflexion. Rodrigue Ago, vous partagez le point de vue de Daniel. Ce serait la Russie l'auteur de cette destruction? Je ne suis pas du même avis. La première question que je me pose, qui a construit ce pont? C'est la première question que je me pose. Ce n'est pas l'Ukraine qui a construit le pont. Quand on remonte dans l'histoire, le pont là, ce barrage a une histoire. Et ça a été obligatoire, ou sa construction a été obligatoire pour faciliter certaines communications entre la Russie et l'Ukraine. L'autre question, quand Guillaume l'a posé, docteur Guillaume Gohor l'a posé tout à l'heure, j'ai compris que c'est une question pertinente puisque je n'ai pas cessé de me poser cette même question. La zone, elle est déjà contrôlée par la Russie qui est dans la dynamique de la montée. C'est dans la dynamique de la montée, la conquête de territoire par territoire. Donc cette zone, et donc, après déjà conquise, voudra dire que c'est une avancée. Qui a intérêt à ce que la Russie n'avance pas? Parce que l'infrastructure est construite avec les ressources de la Russie. Et vous allez voir que la destruction, les villages qui sont envahis, sont une perte de terrain normalement de position pour la Russie et non pour l'Ukraine. Et pourtant, ils sont sur le territoire ukrainien. Oui, mais dans la logique de leur position avant la destruction de ce barrage. Okay. Maintenant, on a un troisième larron dont on ne parle pas. C'est bien sûr l'OTAN, qui a intérêt à trouver des raisons pour pouvoir également intégrer totalement cette guerre. Plus que ce qui est déjà en train d'être fait avec l'envoi de mercenaires. Il n'y a pas que Wagner. Parce qu'on n'envoie pas que des armes. En matière de communication, on dit que les États-Unis ont envoyé tel missile, on dit la France a envoyé tel, on dit l'Angleterre a envoyé tel, on dit ci, on dit... Mais entre nous, les gens, est-ce qu'ils savent manipuler tout l'armement qu'on leur envoie? Et donc, il y a forcément des gens qui les accompagnent, dont on ne parle pas. Vous vous souvenez, entre-temps, on a dit qu'on avait trouvé, je crois, des soldats français dans le lot de... Qui étaient supposés des instructeurs. Des instructeurs, qui étaient supposés être des instructeurs. Donc, en clair, aujourd'hui, au-delà des armements, de l'artillerie lourde qu'on balance chaque fois vers l'Ukraine pour permettre à l'Ukraine de résister, vu que
l'idée première de l'OTAN, ce n'est pas d'aller à une certaine conciliation pour mettre fin à la guerre, mais plutôt de contribuer pour que l'Ukraine puisse gagner la Russie, l'avancée est une crainte. Et donc, rien ne pourrait empêcher l'OTAN, par exemple, de se cacher derrière cet acte-là pour, par la suite, surfer sur le terrain de condamnation et de présentation de l'acte comme étant un crime de guerre. Et on parle on parle déjà de crimes éco-environnementaux. Voilà, éco-environnemental. Et donc, trouver par là le moyen d'amener le Conseil de sécurité à aller à une revue de position pour pouvoir contraindre la Russie et obtenir gain de cause. Donc, tout est possible aujourd'hui. Dire que c'est la Russie qui a détruit, je ne saurais le dire totalement. Est-ce que c'est l'Ukraine? Je ne saurais le dire totalement. Est-ce que c'est l'OTAN? Ce n'est pas non plus exclu, parce que qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Et ça, ce n'est pas la première fois que ça va se faire. Si dans les stratégies de la Russie, il y a la brutalité, je ne vois pas là où il n'y a pas de brutalité en matière de stratégie. Quand les États-Unis sont allés bombarder l'Afghanistan, c'était quoi? On a caressé dans le sens du poil des Irakiens, des Iraniens. Il y a l'Iran, il y a l'Afghanistan. Et après, quand la France a fait sa descente en Libye pour détruire Kadhafi et nous créer ou renforcer le terrorisme qui aujourd'hui hante notre esprit et nous prive de quotidien, est-ce que c'était un acte qui a consisté à caresser dans le sens du poil? Non. Tous ces États sont des acteurs de brutalité. Et les innocents dans cette histoire, nous, Africains, nous sommes innocents. Moi, je parle en tant qu'Africain. Je parle en tant qu'Africain parce que tout ce qui se fait là, au-delà des agitations de nos chefs d'État qui sont devenus des facilitateurs, des négociateurs pour éteindre le feu du voisin, alors que leur... Non, on va en venir. Comprenez que ces trois piliers-là ont une part de responsabilité. L'Ukraine, l'OTAN et la Russie. Vous pensez que chacun peut être responsable de cette situation? Merci beaucoup. Firmin Teko Agbo, votre réflexion, qui serait vraiment l'auteur de cette destruction? Pour le moment, ce serait un peu difficile d'identifier aussi facilement l'auteur. Mais je me dis que comme le temps nous avait permis d'identifier entre l'Irak et les États-Unis, celui qui mentait, qui mentait ou qui disait des contre-vérités à l'époque. C'est-à-dire, après, on s'est rendu compte que George Bush a présenté des documents falsifiés à la presse, soit disant que l'Irak détenait des armes de destruction massive. Je pense que ce sera la même logique dans les prochaines années, où on saura effectivement qui a détruit Kakhovka, le barrage de Kakhovka. Tout d'abord, je voudrais dire à Daniel, je voudrais lui faire remarquer qu'il n'y a pas de guerre sans brutalité. Sinon, on ne parlerait pas de guerre. Toute guerre brutale. Quand on va en Irak, quand on va en Irak et on tue des gens, on ment à la communauté internationale, à tout le monde, et on va tuer des millions d'âmes. Quand on vient en Libye, on tue des millions d'âmes. Et s'il vous plaît, lorsque vous parliez, je vous ai laissé parler. Et on vient en Libye, on tue. On va en Syrie, on tue de la façon la plus atroce. Peut-être remonter à Nagasaki et Hiroshima. Hiroshima, avec ces bombes. C'est la Russie qui avait bombardé ces villes-là à l'époque. Non, ce n'était pas la Russie qui avait bombardé. Il n'y a pas de guerre, surtout venant des Occidentaux. Les Occidentaux, ils sont pires en matière de guerre. Surtout quand vous retracez un peu l'histoire. Maintenant, pour dire qu'en réalité, pour le moment, je ne vois pas encore d'intérêt pour la Russie de détruire ce barrage. Parce que Rodig l'a fait démontrer tout à l'heure. Ces barrages ont été construits dans les années 50 par les Soviétiques. Oui. Et aujourd'hui, ce barrage est contrôlé par la Russie. Et la Russie, c'est-à-dire, si vous voyez un peu la situation géographique du barrage, c'est-à-dire les Ukrainiens sont au nord et les Russes sont au sud. Et aujourd'hui, la Russie n'a pas pour le moment d'intérêt à détruire ce barrage, au moment où peut-être le barrage là, lui servirait en termes d'électricité. Parce que la Russie n'est pas loin de ce barrage. Et aussi, quand la Russie détruit ce barrage, mais c'est-à-dire toutes ces eaux
ou même le fait qu'on déplace, qui est déjà 17 000 de déplacés, mais ça va être peut-être un coup dur pour la Russie. Quand on voit un peu l'analyse un peu géographique et scientifique, vous direz qu'il sera un peu difficile à la Russie de détruire ce barrage. Moi, je dis que les Occidentaux sont capables de tout. Mais c'est-à-dire, aujourd'hui, les gens sont en train de prendre Zelensky comme un enfant de cœur. Ce n'est pas possible. N'oubliez pas que Zelensky, c'est un juif. Hein. Les Juifs, vous connaissez l'Israël, la situation géographique de l'Israël. L'Israël, c'est presque un désert. Il y a des gens qui souffrent avant de manger. Et ils ont travaillé. Et c'est des gens qui sont des guerriers nés, au fait. Vous ne voyez pas ce qui se passe entre la Palestine et l'Israël. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont des guerriers. Zelensky, c'est un juif. Aujourd'hui, lui, on est en train de le manipuler. Est-ce que les gens doivent savoir, c'est que les Occidentaux veulent tout faire pour détruire le communisme, pour appauvrir cette région soviétique et d'être toujours en pole position en termes de développement économique, stratégique, géostratégique. Pour vous, il est exclu que ce soit la Russie. Moi, je ne pense pas que ce soit la Russie, parce que quand on voit les réactions ne sont pas les mêmes. Au niveau de Londres, on dit que c'est la Russie. Au niveau des Allemands, on dit que c'est la Russie. Mais au niveau de l'OTAN et au niveau des États-Unis, on n'a toujours pas encore la réponse claire. Mais sur ce point aussi, je suis encore d'accord avec Grodry quand il dit que peut-être dans les prochains jours, on va présenter au Conseil de sécurité que regardez ce que la Russie est en train de faire, en train de détruire tel ou tel. Et voilà, on aura toutes les preuves pour peut-être contrecarrer ou pour causer du tort à Vladimir Poutine à les jours à venir. Vous savez, moi, par exemple, je ne suis pas de ceux qui soutiennent Vladimir Poutine, mais ce qui est en train de se passer, il faut qu'on arrive à le lire. Zelensky n'est pas un saint. Zelensky, c'est un guerrier. Merci. On est en train de le manipuler. Je sais pas ce que les gens veulent me montrer ici. J'ai construit mon propre pont et je me retrouve en difficulté et je ne peux pas la détruire pour me sauver. Reprenez par exemple le Togo au temps de la guerre mondiale. Les Allemands, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas détruit la radio Kamina parce qu'ils se trouvaient en difficulté. Donc, si vous me dites aujourd'hui, je ne refuse pas, toutes les guerres sont brutales, mais si vous prenez l'agissement, c'est-à-dire la méthode de guerre de la Russie, c'est comme si vous ne mesurez pas l'ampleur. Est-ce que cela justifie le fait que la Russie veuille vraiment détruire ce pont parce qu'on est en difficulté, on doit tout détruire finalement? Bien sûr, la Russie est en difficulté. Elle le fait pour freiner l'avancée des troupes ukrainiennes qui n'ont pas encore commencé l'offensive. Ben, ils l'ont commencé, ils l'ont annoncé, peut-être qu'il n'y a pas d'ampleur. Ouais. Mais on l'a vu sur le terrain, peut-être ils ne le disent pas clairement parce que ça remonte, ça fait aussi partie de leur stratégie de ne pas communiquer autour de leur contre-offensive. Pour qui vous, est tout est clair, c'est la Russie qui aurait détruit. Bon, en fait, je ne le dis pas clairement, mais j'analyse selon les faits. Il y a de fortes chances que ce soit la Russie. C'est pour ça que je le dis au départ, à qui profite le plus ce crime-là? Et pour vous, c'est plus à la Russie? C'est plus la Russie. Merci beaucoup. Un dernier mot, Rodi. Oui, j'aimerais juste dire à Daniel que l'histoire, elle est têtue, avec des faits têtus, et tout le monde connaît l'histoire. La destruction de Kamina, ce sont des Allemands, c'est l'ouvrage construit par les Allemands. Mais on ne peut pas dire que les Allemands ont détruit, c'est la station qui a été détruite, parce que la station faisait la liaison entre le Togo et Berlin. Et donc les gens étaient attaqués et devraient laisser des preuves du matériel, autant les détruire. C'est ce qui s'est passé avec Kamina. Donc ce n'est pas pour vous la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais on utilise où en est la différence? On utilise généralement peut-être de la terre inondée aujourd'hui. Non, je dis, bon, l'inondation, la Russie a toujours la méthode de la terre brûlée. Quand on a détruit le barrage, ça émiette quel territoire? Ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes à qui? Et vous pensez que la Russie n'est pas capable de reconstruire son propre pont ça crée des problèmes à qui? Vous savez combien d'années on a mis avant de construire ce pont? Reprenez l'histoire de la construction. Et ils ne sont pas capables de la reconstruire. On va calmer les débats. Nous marquons la première pause. Le temps est contre nous, mais on reviendra pour la suite de cette émission.